Bonjour à tous, nous sommes Paula et Jason et notre thème s'agit de les Français et le siècle des Lumières. Bon, avant de commencer avec le thème, il faut tenir compte des caractéristiques de l'époque. Pour remarquer, il faut dire que c'est une transition entre la fin du totalitarisme de Louis XIV et la Révolution française. Cette période se caractérise pour l'affaiblissement de la monarchie, de l'Église et de l'école comme un régime. Aussi, on a la fin de la suprématie française dans l'Europe et le début de l'anglomanie, c'est-à-dire de la suprématie de l'Angleterre. À cette époque-là, on a le développement d'une philosophie qui se base en questionner le système et aussi il prend comme base la raison, la tolérance et l'égalité. Après la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, son héritier n'avait que 6 ans, donc il n'a pas pu prendre le pouvoir de la France jusqu'en 1723, quand il y avait 13 ans. Pendant sa minorité, la France a été régnée par son cousin Philippe, le duc d'Orléans. Cette période est appelée la Régence. Il n'a pas eu le nom de roi, mais il était Monseigneur le Régent. Entre les principaux changements qu'a mis en place Philippe d'Orléans, les plus remarquables sont la modification des alliances avec l'abandon de l'Espagne pour l'Angleterre, la création de la Banque générale pour améliorer les dettes laissées par Louis XIV et l'augmentation des libertés et la légitimation du Parlement. Louis XV, dit le bien-aimé, à sa majorité, il a confié successivement les gouvernements à ses proches parents, entre eux les ducs d'Orléans, les ex-régents. À la différence de Louis XIV, Louis XV n'a pas été en contact direct avec la vie politique du pays. Il ne voyait que rarement ses ministres. Son désintérêt pour la politique a été un élément déclencheur pour l'affaiblissement de l'influence de la France en Europe. Sous son règne, toutefois, la France a eu de grands succès militaires sur le continent européen. Il a acquis les domaines de la Lorraine et celui du Var, ainsi que celui de la Corse. En revanche, elle a perdu le contrôle d'une grande partie de son empire au profit de la domination coloniale britannique, spécialement la Nouvelle-France, en Amérique et l'Inde. Après la fin des années 1700, la situation financière de la France est devenue catastrophique sur les règnes du régent Philippe d'Orléans, du roi Louis XV et du roi Louis XVI. Ces rois ont eu une faible réputation à cause d'avoir un régime de fête et intrigue de cour. Ils n'ont pas pu faire face aux difficultés financières croissantes de la France et de l'Europe qui ont réussi l'impasse, et cela a suscité le rejet du peuple envers la monarchie. C'est pour cela que la monarchie et la noblesse n'étaient qu'une façade sans crédibilité. Le règne de la bourgeoisie financière, commerçant et manufacturière, il a commencé. De la même manière, la lutte des idées a été dirigée surtout contre l'Église et la religion catholique. Le peuple combattait en faveur de la tolérance et de la raison.
Les Lumières constituent la création la plus prestigieuse de l'Europe, sa principale construction dans l'histoire des civilisations. Mais elle n'aurait pu exister sans l'existence de l'espace européen. Pour les hommes éclairés du XVIIIe siècle, voyager et séjourner dans d'autres pays européens, proches et distants, à la fois, est une excellente école pour l'esprit. Ils ne dépassent pas leurs propres limites par la confrontation. Les regards extérieurs et désintéressés peuvent en effet conduire à un jugement plus lucide que celui des compatriotes, facilement égarés par la routine et les circonstances. Des penseurs méprisés, voire persécutés chez eux, jouissent dans les contrées voisines d'une reconnaissance méritée. Les pays européens continuent à se battre entre eux. Malgré les conflits et les différences, ces pays partagent le même esprit des Lumières. Auparavant, l'identité des continents avait été pensée sur les modes de l'unité, celle de l'Empire romain, celle de la religion chrétienne. La nouveauté de l'Europe des Lumières réside dans le fait qu'à cette époque seront reconnues et valorisées les différences entre ces parties. La Prusse et l'Autriche dominent des petits États qui n'ont pas encore d'unité. L'esprit des Lumières correspond à un désir de modernisation, d'affranchissement. Il correspond à l'exigence d'une bourgeoisie qui réclame plus de raison. Les souverains Frédéric II de Prusse et l'empereur d'Autriche, Joseph II, sont des tenants des Lumières surtout parce qu'ils y voient un moyen de organiser rationnellement leur pouvoir. La situation religieuse est très différente entre pays catholiques et pays protestants. Les Lumières font assez bon ménage avec la foi piétiste en pays protestant, alors que Joseph II s'oppose à l'Église catholique. Bien n'est pas un pays de liberté. La censure est sévère, mais c'est une capitale intellectuelle et artistique. La vie baroque couvrait Rodin, Gluck, Mozart et Beethoven à la fin du XVIIIe siècle. Joseph II abolit les sévérages, lutte contre l'Église, mais essentiellement pour augmenter la force de l'État et non pour libérer les personnes. Frédéric II de Prusse, francophone mais pas francophile, règne pendant 46 ans. Sa cour est très cosmopolite, mais l'armée prussienne est immense et recrutée des grés ou des forces. Voltaire se rendra vite compte que son ami Frédéric n'a pas un monarque aussi éclairé qu'il le croyait. Les grands écrivains allemands de cette période sont Goethe et Schiller. Leur importance est très grande, comme celle de Kant en philosophie. En Allemagne, de la même manière qu'en Italie, le mouvement des Lumières va contribuer à la naissance du sentiment national et donc aboutir à un rejet de l'influence française. L'Angleterre est en pleine expansion. La richesse provient du commerce qu'admirent les Lumières. L'Angleterre est aussi le pays de manufacture favorisé par des découvertes techniques très importantes, ce qui lue les encyclopédistes. Ceux-ci n'ont pas vu l'autre côté du pays, la misère ouvrière. L'Angleterre est pour eux le pays de la liberté. L'Angleterre est, à partir de 1889, une monarchie constitutionnelle et un pays protestant. Il apparaît comme la patrie de la liberté religieuse par rapport à la France catholique. C'est en Angleterre que s'exile un Français qui est persécuté dans son pays. C'est en Angleterre et en Hollande qui sont publiés tous les livres interdits en France. L'Angleterre est admirée pour sa recherche scientifique. Elle lance la mode des jardins anglais qui s'exportent jusqu'à Pologne. Il fait figure de pionnier
en matière de journalisme. L'anglais offre une variété de types humains dans ce pays de l'individualisme. Les lords, attachés à ces traditions qui vivent à la campagne, les marchands, les bourgeois honnêtes et actifs, et également les grands voyageurs, gens gagnés par le spleen pré-romantique. En 1715, le pays est en pleine décadence et la plupart de ces régions sont sous-développées. Les rois Bourbons essaient de organiser la monarchie selon les principes des Lumières afin de consolider leur pouvoir. Gagnés aux Lumières, les rois favorisent le développement du commerce et de l'industrie, mais l'Espagne traverse une grave crise financière. L'Illustration était le nom espagnol des Lumières. C'est heurte à l'Inquisition qui considère les mouvements comme dangereux et impies. Le roi obtient du pape de nommer lui-même les évêques et les convents des jésuites furent fermés en 1767. La littérature est marquée par les influences françaises et anglaises. Il n'y a pas de création originale en Espagne, mais la diffusion des Lumières était très importante. Le père Filgeau défend la méthode expérimentale, écrit des ouvrages de médecine, des sciences naturelles et de philosophie, demande une réforme de l'enseignement. Cadalso écrit des lettres marocaines qui ont beaucoup de points communs avec les lettres perses. Moraton est l'auteur de théâtre comique et satirique ayant une parenté avec l'italien Goldoni. Les Français connaissent mal l'Espagne. Les philosophes en ont l'image d'un pays arriéré et fanatique, dominé par les atrocités et l'Inquisition. Les suffrages français ont un grand rayonnement en Italie et inversement. La musique italienne fait fureur en France et de grands esprits, Beccaria et Vico, ont une influence intellectuelle immense. Comme pour l'Allemagne, il est difficile de parler de l'Italie à l'époque, parce que l'unité politique n'est pas faite. La péninsule est constituée par des petits États où les Lumières seront confrontés aux mêmes oppositions, l'Inquisition, les gouvernements locaux, la censure, la surveillance. Giambattista Vico est un immense historien dont l'influence s'est étendue dans toute l'Europe. Il a critiqué l'existence d'Homère et l'origine des légendes romaines. Il aussi a expliqué les fables et les mythes par l'économie. Son analyse du droit et de la société a des points en commun avec la pensée de Rousseau. Sa conception d'une histoire globale a des parentés avec celle de Montesquieu et de Voltaire. Il est le précurseur de la philosophie de l'histoire. La science italienne est représentée par des physiciens importants, Galvani et Volta, et par Spallanzani, dont les travaux sur la reproduction animale et humaine ayant permettre l'insémination artificielle. La littérature italienne est représentée par le dramaturge vénitien Carlo Goldoni et son rival Carlo Gozzi. Face à l'extrême diversité des villes italiennes et au nombre des artistes, il est assez difficile de dégager les caractéristiques des Lumières dans la péninsule italienne. Celle-ci tient au caractère propre du peuple italien et sa situation politique, comme en Allemagne, le mouvement est lié à la naissance de l'esprit national. Force est de constater que les Lumières italiennes n'ont pas aussi anticléricales que les Lumières françaises. Le Portugal est encore médiéval et sa situation économique est très en retard par rapport aux autres pays européens. Sous le roi José Ier, le marquis de Pombal va appliquer les principes de
despotisme éclairé. Il ne permet plus à l'Inquisition de faire des autodafés sans l'autorisation du gouvernement. Il confisque les biens des jésuites et les expulse, donnant les ignares de cette persécution que les moines vont subir dans toute l'Europe. Il crée des écoles, favorise l'enseignement des sciences à l'université, développe les commerces et les manufactures. Les voyageurs français qui s'aventurent peu en Espagne ignorent le Portugal, ignorent la langue portugaise, mais l'action du marquis de Pombal représentant la défense des Lumières contre l'Inquisition. Deux souverains vont transformer l'ancien Moscovie, les tsars Pierre Ier et Catherine II. Terre des contrastes, la Russie est encore la sauvage Tartarie, mais Saint-Pétersbourg possède un opéra italien, une comédie française et une comédie italienne. L'élite russe parle français. Le tsar fait traduire Candide, Gulliver, l'essai sur l'éducation de Locke, l'essai sur l'homme des popes. La littérature russe naît au XVIIIe siècle. Les auteurs combinent une admiration pour les Lumières et la naissance du sentiment national. La Russie constitue une énigme pour les Lumières occidentales. Ce mouvement d'idées pénètre l'extrémité de la partie orientale de l'Europe. Cependant, l'étendue même du pays la prédispose au despotisme. Son état économique est très peu développé. Mais le principal problème des philosophes est la personnalité même de Catherine II, despote européen ou despote oriental. Diderot n'a pas tout vu de la réalité russe, mais il a vu assez pour s'apercevoir que Catherine II n'était pas un despote éclairé. Bon, maintenant on va parler de qu'est-ce que les Lumières. Je vais lire une définition. Et il dit les Lumières, il est un mouvement littéraire et philosophique européen du XVIIIe siècle fondé sur la raison qui permet, selon les philosophies des Lumières, de sortir des préjugés et de l'intolérance et de faire progresser les hommes vers le bonheur, la liberté et le savoir. On pourrait dire que la philosophie des Lumières est fondée sur 4 grands points qui sont la contestation sociale et politique, le combat contre l'injustice et l'ignorance, l'hostilité à l'esclavage et la dénonciation de l'intolérance et du fanatisme religieux. Pour la contestation sociale et politique, après la mort de Louis XIV en 1715, les philosophes des Lumières cherchaient de mettre en question l'autorité politique parce que, comme on avait vu dans l'exposé dernier, le roi tenait les 3 pouvoirs, c'est-à-dire il y avait l'absolutisme et sa fonction était héréditaire. D'autre part, ils ont lutté contre l'injustice et l'ignorance, entre les idées nouvelles de l'époque. Il était l'idée de liberté et bonheur, mais surtout l'idée de la liberté à travers l'éducation et la diffusion des savoirs. À cette époque, ils ont créé l'œuvre majeure du XVIIIe siècle. C'était l'encyclopédie, créée entre 1751 et 1772. Et ce type de dictionnaire constitue la somme des savoirs et des idées. En plus, ils ont commencé une lutte très importante contre l'hostilité et l'esclavage. Les philosophes des Lumières n'acceptent pas toutes sortes d'humiliations contre l'être humain, puisqu'ils disaient que tous les êtres humains étaient égaux. Et finalement, ils ont fait la dénonciation de l'intolérance et du fanatisme religieux, et bien sûr l'obscurantisme.
À cette époque-là, la population subissait de tous les abus du clergé. Beaumarchais 1732-1799. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais a été le fils d'un horloger. Il a connu une enfance heureuse dans ces milieux parisiens d'artistes de luxe. Les sens immatériels et l'appui moral ont contribué à son assurance. Les Caron étaient des bourgeois ouverts chez qui l'on faisait la musique, lisait, discutait interminaablement. Il ne fait nul doute que cette liberté familiale est l'un des déterminismes majeurs de la verve de Beaumarchais. Son goût la parade du comique livre qui caractérise ses premières productions celle d'une passion toute différente pour les dramas bourgeois. D'après lui, sur le drame sérieux peint avec exactitude la véritable nature des mœurs des hommes. Beaumarchais est aussi l'homme des combats, l'homme qui récuse tout privilège, l'homme qui veut une société fondée sur les mérites et le travail, l'homme éclairé des un siècle. Il a répandu sa lumière pour y dénoncer l'injustice de son époque. Denis Diderot, 1713-1784. Denis Diderot est né à Langres. Il est le fils d'un coutelier. Issu d'une famille très religieuse, Diderot a été élevé chez les jésuites. L'une de ses sœurs meurt folle dans un convent. Auparavant, Diderot est croyant parce que ses parents l'étaient, mais la mort de sa sœur provoque une crise qui les mène à l'athéisme. Diderot arrive à Paris vers 1728 et mène une vie de bohème. En 1732, il est reçu maître et art. Il publie des œuvres philosophiques et en 1748, son premier roman érotique, Les bijoux indiscrets. L'année suivante, il est emprisonné au château de Vincennes pour avoir développé des thèses matérialistes et athéistes dans la lettre sur les aveugles. C'est d'ailleurs en rendant visite à Diderot que Rousseau découvre les sujets de concours de l'Académie de Lyon et qui va donner naissance au discours sur les sciences et les arts. À partir de 1750, Diderot dirige avec Alembert l'encyclopédie et rédige des articles. Auparavant, cette encyclopédie ne devait être qu'une traduction. Parallèlement, Diderot se lance dans le théâtre des drames bourgeois avec les fils naturels et les pères de famille. À cette époque, Diderot est également critique d'art. Il écrit des comptes rendus pour la revue La Correspondance littéraire sur le tableau du salon de l'Académie de Paris. Diderot écrit à cette époque les œuvres qui sont passées à la postérité, La religieuse, Les neveux des Rameaux et Jacques les fatalistes. Marivaux, 1888-1763. Pierre Carlet de Camblan de Marivaux
a été un homme solitaire et discret, à la personnalité susceptible, longtemps incompris. Il a été un journaliste, un romancier, mais surtout un auteur dramatique, fécond qui est amoureux du théâtre et la vérité, observait un spectateur lucide les mondes en pleine évolution et écrivait pour les comédiens italiens. Entre 1722 et 1740, des comédies sur mesure et un ton nouveau dans le langage de la conversation. Il est, après Molière, Racine, Corneille et Musset, le cinquième auteur le plus joué par la comédie française. Marivaux a laissé une œuvre considérable, composée de romans, de feuilletons, mais surtout de nombreuses pièces de théâtre. Avec les marivaudages, l'écrivain a révolutionné l'approche de la comédie au théâtre. Son nom a d'ailleurs donné naissance au verbe marivauder, qui signifie échanger des propos galants et d'une grande finesse afin de séduire quelqu'un. De même, le dramaturge a beaucoup exploité les ressorts du mensonge, des jeux de masques entre les personnages, avec une telle subtilité que Voltaire a écrit. Il pèse des œuvres de mouches dans une balance en toile d'araignée. Montesquieu, 1889-1755. Charles de Secondat est né au château de la Bérette. Il appartenait à la noblesse d'Europe. Après une première formation au collège de Juillet, puis au collège d'Harcourt à Paris, Montesquieu se lance dans des études de droit. Il devient conseiller en 1714, avant de devenir 2 ans plus tard président à mortier au Parlement de Guyane, suite à la mort de son oncle. Mais le jeune Montesquieu a peu de goût pour sa fonction. Il s'oriente alors vers la science et entre à l'Académie des sciences de Bordeaux en 1716. Il mène des expériences dans plusieurs domaines et rédige divers écrits qui rencontrent ses travaux. En 1721, il publie anonymement les lettres persanes à Amsterdam. L'écrivain se lance alors dans une longue série de voyages qui durent plusieurs années. Il voyage par toute l'Europe, en passant par l'Autriche, l'Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. C'est dans les pays de Shakespeare, où il séjourne plus d'un an, que Montesquieu se voit initié à la franc-maçonnerie, mais ces voyages sont également les moyens pour les philosophes qu'il est d'observer la politique, l'économie, les mœurs et les coutumes des pays qu'il visite. Ces longs voyages à travers l'Europe trouvent son aboutissement en 1734, lorsque Montesquieu est de retour à la Brette. Dans les considérations sur les causes de la grandeur des romans et leur décadence. Mais il a aussi en main les éléments qui lui permettent de dresser les chantiers de l'esprit des lois. C'est en 1748 qu'est publié cet ouvrage majeur qui, comme les précédents, réunit l'histoire et la politique. Montesquieu est néanmoins fatigué, notamment à cause de son âge, et des aveux parce qu'il est devenu presque aveugle. Mais cela n'empêche pas d'écrire en 1750 la défense de l'esprit des lois. Il travaille jusqu'au bout pour l'amour de Jean-Romain et de Dieu. Rousseau, 1712-1778.
Jean-Jacques Rousseau est né à Genève. Sa mère est morte lorsqu'il naît, donc il est élevé par son père, puis par un pasteur genevois jusqu'il avait 16 ans. Il a d'abord été laquais chez un comte, puis musicien et secrétaire de l'ambassade à Venise. Il s'installe à Paris en 1742. Là, il présente une méthode de notation musicale qu'il a inventée sans succès. Il fréquente les milieux littéraires et raconte notamment Diderot, Condillac et Grimm. Rousseau rédige des articles de musique pour l'encyclopédie. À Paris également, il rencontre Voltaire en 1744. En 1749, alors qu'il rend visite à Diderot, emprisonné à Vincennes, il découvre dans les journaux Les Mercures de France les sujets d'un concours organisé par l'Académie de Dijon et remporte les prix. La thèse défendue par Rousseau est l'antagonisme entre la civilisation et la vertu. C'est le début de l'œuvre philosophique de Rousseau. En 1753, l'Académie propose un nouveau sujet de concours. Dès l'année, des discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau devient alors célèbre et se retire à Montmorency. En 1761, il publie La Nouvelle Héloïse, un roman épistolaire, puis en 1762, du contrat social et Émile. Cette même année, le Parlement condamne Émile pour ses idées religieuses. Rousseau part alors en Suisse. Ses ouvrages sont brûlés publiquement. Il commence la rédaction de ses confessions en 1765 et rentre à Paris en 1770, après avoir séjourné à Londres. Voltaire, 1894-1768. François-Marie Arouet dit Voltaire est la figure qui incarne dans sa plénitude le siècle Lumière, appelé également le siècle Voltaire. Il tenait un génie capable d'être à la fois poète, philosophe, essayiste, historien et dramaturge. Il a été un élève brillant en rhétorique et en philosophie au collège de Clermont. Il a suivi également un enseignement auprès des jansénistes qu'il récursera d'ailleurs par la suite. Voltaire répondait toujours avec autant de sapience que son but était de vulgariser ses ouvrages pour les mettre à la portée de tous et non d'employer un langage érudit au service d'une minorité. Il combattait en faveur de plusieurs causes qui font figure de leitmotiv dans la plède de ses œuvres. Puis la diffusion du savoir a été aussi son cheval de bataille. Des œuvres telles les dictionnaires philosophiques, de Léry Bélanger et la lecture, ou encore sa contribution à l'encyclopédie, caractérise ses combats. Son combat contre le cartésianisme à la défense du newtonisme et son empirisme. Pour Voltaire, l'entendement ne provenait que de la mise en relation de nos sens, et non d'un savoir déjà en nous, que Dieu aurait donné à l'homme dès la naissance, afin qu'il découvre la connaissance par l'exercice permanent d'une pensée tournée vers l'intérieur.
Pour Voltaire, un Dieu a ordonné ce monde, nous laissons notre libre arbitre, mais contrôler malgré tout notre volonté. Se méfiant d'un matérialisme athée qu'il qualifiait de dangereux, lui s'affirmait comme un pur théiste. La formule qui résume la pensée voltairienne est: dans une république digne se nomme la liberté de publier ses pensées et les droits naturels des citoyens. Et maintenant, on va parler sur les changements de la langue. Et pour commencer, on va parler de l'état de la langue française à cette époque-là. À ce qui concerne la langue, seulement les 12% de la population, on parle de 3 millions de Français, parlaient ou comprenaient la langue parce que les Français, c'était une langue qui était maîtrisée pour le pouvoir, c'est-à-dire le roi et sa cour. L'usage populaire dans les campagnes, les nobles et les bourgeoises considéraient le français comme une langue du dimanche, c'est-à-dire il l'utilisait seulement pour lorsqu'il faisait des cérémonies religieuses ou civiles. En plus, l'école, l'État et l'Église, ils ont représenté un obstacle pour la diffusion du français parce qu'ils pensaient que l'instruction était inutile et dangereuse pour la population. Je vais lire une déclaration d'un intendant de Provence en 1982. Et il dit: non seulement le bas peuple n'en a besoin, mais j'ai toujours trouvé qu'il n'y en eut point dans le village. Un paysan qui sait lire et écrire quitte l'agriculture sans apprendre un métier ou pour devenir un praticien, ce qui est un très grand mal. De toute façon, l'instruction ne marchait pas parce qu'on avait un système pédagogique complètement traditionnel. Au collège, l'université ou à l'église, ils utilisaient le latin comme langue d'enseignement et dans l'enseignement de la langue française, ils devaient apprendre tout d'abord le latin. Aussi, pour faire l'instruction à l'école, ils utilisaient des manuels et les manuels n'introduisaient pas vraiment l'enseignement de la grammaire, de l'écriture et de la lecture, puisque c'était plutôt des livres de piété. Pourtant, les Français représentaient une barrière à la propagation de la foi. Il est vrai que les vents français avaient progressé au cours du XVIIIe siècle, notamment dans les pays d'Oï, en raison, entre autres, de la qualité assez exceptionnelle pour l'époque du réseau routier en France. En effet, grâce à cet instrument de centralisation desservant même les villages, les communications étaient facilitées et favorisaient les brassages des populations et des idées. La langue a été bénéficiée de cette facilité. Les usines et les manufactures ont vu affluer du fond des campagnes des milliers d'ouvriers qui se francissaient dans les villes. Les marchands et les négociants voyageaient facilement d'une ville à l'autre, ce qui rapprochait leur parler local du français. Un système de colporteurs s'était développé. Dans pratiquement toutes les villes du Nord, les Français étaient au moins compris. Les patois du Nord étaient en réalité assimilés aux Français comme des variantes régionales. L'évolution de la langue n'était plus celui de l'aristocratie, mais celui de la bourgeoisie parisienne, qui triomphera lors de la Révolution. Dans le sud de la France, les patois, le seul terme utilisé à l'époque pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui les langues régionales de France, constituaient encore l'unique usage normal dans les campagnes durant tout
le XVIIIe siècle. En effet, les nobles et les bourgeois initiés au français durant les siècles précédents continuaient à employer leur patois ou leur langue régionale dans leurs relations quotidiennes. Pour eux, les français essentiellement étaient une langue seconde, restait la langue de démarche, c'est-à-dire la langue à part utilisée dans les grandes cérémonies religieuses ou civiles. La situation était identique en Bretagne et en Flandre, dans le nord-est, ainsi qu'en Alsace et en Franche-Comté, dans l'est. Évidemment, l'emploi de ce patois demeurait socialement stigmatisé. Par exemple, le terme patois, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, est défini comme langage corrompu tel qu'il se parle presque dans toutes les provinces. Chacune a son patois, ainsi que nous avons les patois bourguignons, les patois normands, les patois champenois, les patois gascons, les patois provençaux, etc. On ne parle la langue que dans la capitale. Le patois est alors considéré comme étant essentiellement la langue des paysans et des ouvriers. Il s'agit d'un usage dévalorisé et subalterne. Les seuls Français à parler les Français relativement standardisés étaient ceux qui exerçaient le pouvoir, c'est-à-dire les rois et sa cour, puis les juristes, les officiers, les fonctionnaires et les écrivains. Mais le peuple de la région parisienne parlait encore son patois, ou encore un français non normalisé, un français poissard, populacier, grossier, très différent de celui de la cour et lettré. Les grammairiens du XVIIIe siècle visent à faire ressortir les régularités de la langue et à l'écrire de façon claire. Des auteurs comme Girard et Bosé prennent les partis à réfléchir sur les concepts grammaticaux de manière à établir des règles générales, des principes constants et simples, applicables à toutes les circonstances de l'usage. En quoi consiste le devoir de la grammaire, d'après Girard? Bosé propose une grammaire générale, ouvrage qui s'inscrit dans la discipline portant les mêmes noms et qui a pour objet la spéculation rationnée des principes immuables et généraux de langue. D'autres grammaires qui s'inscrivent dans la veine des ouvrages destinés à l'apprentissage du français se soucient des généralisations. Pour Bouffier, la grammaire doit servir à enseigner les langues à ceux qui ne les savent pas. Son ouvrage se situe à l'intersection du domaine de la grammaire particulière, c'est-à-dire la grammaire dédiée à une langue particulière comme le français, ouvert sur l'apprentissage des langues, et le domaine de la grammaire générale, qui cherche à définir les principes qui fondent l'ensemble des grammaires particulières, que ce soit les grammaires du français ou celles d'une autre langue. Le XVIIIe siècle questionne certains classements entérinés par les siècles précédents en ce qui trait aux parties du discours, aussi appelées parties de l'horizon. Certaines propositions pénètrent ainsi les grammaires scolarisées élémentaires, comme celle de l'homme. D'autres propositions pourtant fondées ne trouveront pas d'écho à cette époque et devront attendre bien longtemps avant de pouvoir intégrer les grammaires scolarisées. On peut voir énormément d'efforts pour normer la langue avec la diffusion et construction d'un grand nombre de dictionnaires comme de grammaires. Concernant les changements linguistiques, il faut dire
qu'on n'a pas beaucoup de changements à cette époque-là par rapport au XVIIe siècle, mais de toute façon, on va parler de quelques-uns. Sur le plan de la prononciation, on a l'exception de la restitution des consonnes finales, dans les mots comme finir, tiroir ou falloir. Dans l'orthographe, à partir de 1740, de l'actuel accent aigu, il a été systématiquement utilisé en lieu et place de la graphie ES. On a ici un exemple avec le mot dépit et on peut apprécier l'ancienne graphie, c'est avec ES. Et aussi, dans l'édition de 1762 du dictionnaire de l'Académie, il a consacré l'instauration de l'orthographe moderne et les principes définitifs de l'origine étymologique des mots. Dans ce dictionnaire, les doubles consonnes ils ont été systématiquement éliminés et on a ajouté un accent si nécessaire. Et voici l'exemple, dictionnaire, grammaire, avec une seule M. Et on peut voir les exemples de l'accent, comme ancienne, vienne, apprenne. Aussi, on a ajouté certains accents pour allonger quelques voyelles, par exemple phrase, passé, autre, encore, etc. Article, préposition et contraction. La notion d'article a évolué. D'abord, un, une, des apparaissait plus souvent qu'auparavant dans cette classe de mots. Ensuite, la compréhension de ce qu'est la contraction entre l'article défini et une préposition de, des, ou est désormais attente. Les noms adjectifs fait place à l'adjectif. La catégorie du nom se subdivise encore en noms substantifs, les noms modernes, et noms adjectifs, les adjectifs modernes, dans la grammaire scolarisée du resto. Bouffier admet que les noms adjectifs permettent de modifier les noms et qu'à ce titre, ils devraient occuper une place à part entière dans la liste des parties obscures, mais ils justifient leur classement parmi les noms en considérant que les adjectifs représentent l'objet et revêtent d'une qualité ou d'une circonstance. Girard et Bosé, au contraire, considèrent que l'adjectif et les noms forment deux parties obscures des sens différents et propose donc de les traiter séparément. Cette proposition du XVIIIe siècle est reproduite par la grammaire élémentaire des mots et perdure par la suite. Mon, main, mais, ce, cette, c'est. Jusqu'à présent, les déterminants possessifs et démonstratifs modernes, de même que la série de déterminants relatifs ou indéfinis, appartenaient à la partie de raison du pronom, puisqu'ils renfermaient d'une manière ou d'une autre des informations concernant la personne dont on parlait. Maupas, en 1807, avait déjà remis en question cette affirmation, mais avait aussi d'aller à l'encontre de la tradition grammaticale, en particulier par succès des apprenants. Certes, la France vivait une suprématie dans toute l'Europe pendant le 7e siècle et le début du 18e siècle. Mais après la perte de son empire en Amérique et de ses problèmes économiques, la France sera écartée pour longtemps de la scène internationale. John Adams, qui deviendra après
président des États-Unis, a déclaré en 1780 dans une lettre au président du Congrès. L'anglais est destiné, au cours du prochain siècle et des siècles suivants, à être plus généralement la langue du monde que le latin l'était en dernier ou le français à l'époque présente. La raison de cela est évidente, parce que la population croissant en Amérique et ses relations et ses écrits universels avec toutes les nations auront pour effet en cela facilité par l'influence de l'Angleterre dans le monde, qu'elle soit grande ou petite, d'imposer sa langue comme emploi généralisé, malgré tous les obstacles qui peuvent être jetés sur son chemin s'il doit y en avoir. Cela, c'était la déclaration du début de l'anglomanie. De toute façon, si on va à l'arrière 40 ans, en 1740, la France vivait déjà une période d'anglomanie. L'avènement du parlementarisme anglais suscitait beaucoup d'intérêt en France encore aux prises avec la monarchie absolue. Des philosophes français tels Montesquieu et Voltaire se rendaient en Angleterre et revenaient dans leur pays en propageant de nouveaux mots. C'est à cette époque que les Français ont pris de l'anglais les mots motion, vote, session, jury, pair, budget, verdict, veto, contredanse, partenaire, paquebot. Il faut dire que avec la chute de la Nouvelle-France, la France a eu une des pertes les plus grandes de son histoire et il a fini pour l'écarter de la scène internationale au profit de la Grande-Bretagne, laquelle avec sa richesse économique et sa prépondérance est devenue une puissance commerciale et mondiale. Finalement, l'anglomanie a relégué la France en seconde place au niveau de l'Europe et au niveau mondial, face à des personnalités de premier plan comme Frédéric II de Prusse, Marie-Thérèse d'Autriche, le premier ministre britannique William Pitt, et bientôt Catherine II de Russie. Le roi Louis XV de France apparaissait plus faible, avec une grave crise religieuse, parlementaire et financière. Pour conclure, il faut dire que le grand siècle des Lumières a été très important pour la France et bien entendu pour l'Europe, puisque grâce à sa philosophie, ils ont réussi à lutter contre l'obscurantisme, le totalitarisme, l'injustice, et ils ont rendu de dignité à l'humanité.